Cela fait maintenant bien plus d'un demi-siècle que le charismatique Guy Williams a fait sa première apparition sur nos petits écrans. Et pourtant, l'homme ainsi que les héros qu'il a si brillamment interprétés conservent une popularité intacte auprès du public. Sa gloire a explosé durant les années 1950, propulsé au rang de superstar grâce à la série culte de Cap et d'épée de Disney, Zorro. Un triomphe qu'il a su maintenir jusqu'au cœur des années 1960, en endossant le rôle principal dans la célèbre saga de science-fiction Perdu dans l'espace. Cependant, à la surprise générale, il a brusquement tourné le dos aux paillettes d'Hollywood pour s'exiler mystérieusement en Amérique du Sud, choisissant délibérément de laisser s'éteindre les feux des projecteurs qu'il avait pourtant si longtemps adulés. Mais quel secret se cache derrière cette disparition soudaine? Qu'est-il réellement arrivé à l'énigmatique Guy Williams? Aujourd'hui, la fille de la star sort enfin du silence pour confirmer les rumeurs persistantes. On sait que la majorité des acteurs qui pénètrent dans l'arène impitoyable du show business finissent par dilapider leur fortune en s'offrant des manoirs extravagants, comme le note avec justesse Geoffrey Marx, éminent historien de la culture populaire. Et le réveil est brutal. Une fois les tournages terminés et les contrats expirés, ils réalisent avec horreur qu'ils n'ont plus les moyens de financer ce train de vie luxueux. C'est précisément à ce instant fatidique qu'ils se voient contraints de tout liquider. Mais Guy Williams, lui, possédait un réalisme froid concernant l'industrie du spectacle. Il a intelligemment pris ses cachets pour les investir et les faire fructifier avec une telle maestria que lorsque l'aventure Perdue dans l'espace a tiré sa révérence en 1968, il était déjà assis sur une montagne d'or. Il n'avait absolument plus aucune nécessité de travailler pour vivre, et puisqu'il ne ressentait pas ce besoin viscéral d'être perpétuellement devant une caméra, son attitude a simplement été de dire « C'était bien sympa les amis, mais je me tire », bien avant de devenir l'homme masqué en noir ou de naviguer à travers les galaxies. Guy Williams est venu au monde sous le nom d'Armando Joseph Catalano, poussant son premier cri le 14 janvier 1924, en plein cœur de Washington Heights, à New York. Ses parents, Attilio Catalano, un courtier en assurance respecté, et Clara Arcara Catalano, native de l'Ercara Fridi, en Sicile, vivaient dans des conditions proches de l'indigence au moment de sa naissance, une situation bien loin du glamour futur. Pourtant, le destin est ironique, car Attilio était le fils d'un prospère exploitant forestier de Messine qui avait même acquis de vastes terrains dans le New Jersey. Le jeune Williams a passé son enfance à s'imprégner de l'ambiance du quartier de Little Italy. Durant ses scolarités à l'école publique 189, il se distinguait par une excellence rare en mathématiques. Il a par la suite rejoint les bancs du lycée George Washington, où il gagnait quelques sous en travaillant, occasionnellement dans un bar à soda local. Sa soif d'apprendre l'a ensuite mené à l'Académie militaire de Peekskill, où il s'est révélé être un étudiant passionné, développant un vif intérêt à la fois pour le football américain et pour les stratégies complexes du jeu d'échecs. Guy Williams brûlait d'envie de devenir acteur, encouragé par son physique de jeune premier et sa stature imposante d'1,90 m. Toutefois, sa décision audacieuse de se lancer dans le monde du spectacle a profondément déçu sa mère, qui deviendrait pourtant plus tard cadre dans une société de films étrangers, car le clan familial espérait fermement le voir marcher dans les pas de son père et embrasser une carrière de courtier en assurance. Durant les heures sombres de la Seconde Guerre mondiale, Williams a multiplié les casquettes, travaillant comme soudeur, comptable analytique et même inspecteur de pièces d'aviation. Une fois la guerre terminée, il a accepté un poste de vendeur au rayon bagagerie du grand magasin Wanamaker's. C'est précisément à cette période charnière qu'il a pris l'initiative d'envoyer ses clichés à une agence de mannequins. Son charisme naturel et sa photogénie
l'ont propulsé à la vitesse de l'éclair vers le succès, décrochant des contrats prestigieux qui ont étalé son visage dans tous les journaux et les magazines de mode, tels que le célèbre Harper's Bazaar, ainsi que sur d'immenses panneaux publicitaires et de nombreuses couvertures de livres. Suivant les recommandations avisées de son agent, Henry Wilson, il a consenti à changer son nom pour une identité moins marquée ethniquement, passant de Guido Armando au patronyme de Guy Williams, jugé bien plus amer. Vendeur sur le marché, surtout après qu'un réalisateur eut critiqué son nom de naissance comme étant trop étranger. Comme le souligne Jeff, ceux qui l'ont côtoyé aux prémices de sa carrière lui ont affirmé que même l'usage d'une version anglicisée de son nom italien restait trop connoté ethnique pour l'industrie. C'était toléré d'être sexy, c'était accepté d'avoir le teint mat, c'était même bien vu d'avoir un regard de braise, mais il était interdit de ne pas avoir l'air 100% américain. C'était la mentalité rigide de cette époque. 1946, Williams décrocha un contrat d'1 an avec la Metro-Goldwyn-Mayer et fit ses valises pour Hollywood. Son tout premier rôle notable fut celui du pilote du bombardier Enola Gay, dans le docudrame de la MGM intitulé The Beginning or the End, sorti en 1947, qui relatait la genèse de la bombe atomique. Néanmoins, il ne fit que de brèves apparitions dans une poignée de films par la suite et regagna rapidement New York. En 1948, lors d'un long périple de tournage pour une campagne publicitaire de cigarettes, où il devait skieur, Williams croisa la route de Janice Cooper, un superbe mannequin de l'agence John Robert Powers. Ils tombèrent éperdument amoureux durant les longues séances de prise de vue et convolèrent en juste noces le 8 décembre, peu après leur retour dans la Grosse Pomme. Le couple donna naissance à 2 enfants, Guy, Steven Catalano, plus connu sous le nom de Guy Williams Jr., et Antoinette Catalano, célèbre sous le nom de Tony Williams, qui embrasseraient tous deux à leur tour une carrière d'acteur. En 1950, Williams participa à l'élaboration de certaines des toutes premières publicités télévisées diffusées aux États-Unis. Tragiquement, son père s'éteignit en 1951, sans jamais avoir eu la chance de voir son fils atteindre les sommets de la gloire. En 1952, Williams signa un nouveau contrat d'1 année avec Universal International et retourna à Hollywood pour booster sa carrière qui continuait de prendre de l'ampleur, notamment lorsqu'il fit une apparition remarquée dans un épisode de The Lone Ranger, où il incarnait un shérif de ville. Ses premières expériences professionnelles de Williams, ce parcours éclectique, glissant avec aisance du mannequinat vers la comédie pure, pour finalement s'imposer à la télévision et au grand écran, a jeté les bases inébranlables de ses futurs succès. Comme le rapportait un portrait détaillé publié dans l'Orlando Evening Star en 1965, tout a commencé modestement sur les planches du prestigieux Neighborhood Playhouse de New York. Il a affûté son art au sein de diverses compagnies théâtrales de la côte Est, mais c'est véritablement son intégration à l'atelier d'acteurs de la chaîne CBS à New York qui lui a ouvert les portes du petit écran, décrochant d'abord une modeste apparition dans un drame de l'émission Studio One. Cette opportunité, bien que minime, a suffi pour lui obtenir un essai filmé et, par la suite, la signature d'un contrat exclusif avec le géant Universal International. Malheureusement, cet accord s'est révélé frustrant. Il a enchaîné environ 20 rôles mineurs dans des longs métrages sans jamais pouvoir réellement briller ou percer. Lassé par cette stagnation, il a fini par rompre son engagement. Mais le destin l'a rattrapé lorsqu'on l'a persuadé de tenter sa chance pour incarner le justicier masqué, Zorro, le personnage légendaire que Walt Disney comptait adapter en feuilleton télévisé. Guy Williams s'est ainsi glissé dans la peau du renard, marchant sur les traces des récits littéraires et des films cultes portés par des monstres sacrés comme Douglas Fairbanks et Tyrone Power.
L'intrigue nous plongeait au cœur de Los Angeles dans les années 1820, une époque charnière de la Californie espagnole précédant de peu l'indépendance mexicaine. Zorro, dont la véritable identité reste le noble Don Diego de la Vega, se dresse comme le protecteur des colons hispaniques et des populations autochtones, écrasées par la main de fer de gouvernants tyranniques. Williams, avec son charisme dévastateur, sa taille imposante d'1,90 m et sa maîtrise de l'escrime, a immédiatement été perçu comme l'incarnation idéale du héros. Guy affichait une forme olympique et possédait ce genre de visage que seul le bon Dieu peut sculpter. Mais un détail restait caché. À la suite d'un accident, il portait une longue cicatrice sur l'épaule, ce qui justifie la rareté, voire l'absence totale, de clichés le montrant torse nu. Précise Jeffrey, même s'il avait accumulé les expériences avant d'endosser la cape, c'est l'alchimie parfaite entre ce rôle, la puissance de la machine, Disney et la diffusion massive sur le réseau ABC, qui a propulsé Guy au rang de star mondiale, à une époque où les têtes d'affiche masculines se nommaient Tab Hunter ou Rock Hudson. Cependant, sculpter ce rôle iconique n'a pas été sans effort. L'accent espagnol de Williams a dû subir de nombreux ajustements durant les premiers jours de tournage, un véritable travail d'équilibriste. Il a confié au magazine Starlog « J'ai passé l'audition en forçant un accent espagnol très prononcé, en me disant qu'il serait toujours plus simple de l'adoucir par la suite, plutôt que de commencer de manière trop neutre et de devoir en rajouter artificiellement. » Durant les premières semaines, il arrivait souvent que quelqu'un me tape sur l'épaule entre deux prises. C'était Walt Disney lui-même. Il me demandait gentiment « Dis-moi, Guy, pourrais-tu réduire un peu l'accent ?» En réalité, Walt tâtonnait. Il ne savait pas exactement ce qu'il cherchait, alors je continuais de moduler ma voix. Puis, un beau jour, la journée s'est finie et Walt ne m'a pas interrompu. C'est à ce moment précis que j'ai su que j'avais enfin trouvé la tonalité parfaite. Zorro est devenu un phénomène culturel instantané, notamment grâce à sa narration audacieuse pour l'époque. Chaque épisode s'achevait sur un suspense insoutenable, obligeant le spectateur à revenir pour voir la suite. Ce format, qui est aujourd'hui la norme à l'ère du streaming et des séries modernes, a permis au show de se distinguer radicalement. La série a été diffusée de 1957 à 1959, totalisant 78 épisodes palpitants, complétés par 4 épisodes spéciaux d'1 heure. Pourtant, dès 1958, l'inquiétude grandissait chez Williams. Il avait une peur bleue d'être étiqueté à vie, tant le grand public que les producteurs de l'Hollywood ne parvenaient plus à le dissocier de Zorro. « Quand je ne suis pas Zorro, je suis Diego », déplorait-il. Dans les colonnes du Longview Daily News, c'est comme être piégé dans un film sans fin, impossible de tourner la page ou de conclure quoi que ce soit en tant qu'artiste. Cette situation frustrante a empiré lorsqu'il s'est retrouvé dans l'incapacité totale de décrocher d'autres projets. Malgré le triomphe de la série et les montagnes de produits dérivés vendus, Disney a exigé des budgets plus conséquents. Pour lancer de nouveaux épisodes, la chaîne ABC a catégoriquement refusé de payer, déclenchant une guerre juridique féroce. Williams, toujours lié par son contrat d'exclusivité, était pris en otage. Il ne pouvait travailler nulle part ailleurs, bien qu'il continuât à percevoir son salaire complet à ne rien faire. C'est dans ce contexte qu'intervient l'épisode Guy Williams dans Bonanza. Entre la fin de Zorro et le début de Perdu dans l'espace, l'acteur a fait un passage éclair au ranch de Dog. Ponderosa en 1964. Cette opportunité s'est présentée à la suite d'une crise interne. Pernell Roberts, qui prêtait ses traits à Taddam, Cartwright, dans la série culte Bonanza, avait décidé de claquer la porte. La production a alors jeté son dévolu sur Williams pour incarner Will. Cartwright, le neveu du patriarche Ben Cartwright, joué par le célèbre Lorne Greene. Le plan initial était ambitieux, faire de lui
un membre permanent du casting, intégrant ainsi le quatuor vedette du show. Mais c'était sans compter sur un retournement de situation. Totalement imprévu. Les aficionados de la série ont orchestré une campagne massive de courriers réclamant avec véhémence de voir Roberts rester à l'écran. Les producteurs, sous la pression intense de cette fronde des téléspectateurs, ont finalement plié et réussi à convaincre Roberts de rempiler pour une saison de plus. Résultat des courses, le personnage de Williams a été effacé du scénario après. Seulement 5 épisodes. Malgré la brièveté de ce passage, sa prestation dans Bonanza a prouvé qu'il avait plus d'une corde à son arc et a maintenu sa visibilité. Médiatique, avant l'aventure perdue dans l'espace. Finalement, Zorro n'a jamais eu droit à sa 3e saison, l'aventure se concluant tristement avec ses 4 téléfilms spéciaux. Toutefois, ce coup du sort a offert à Williams la liberté nécessaire pour explorer de nouveaux horizons en Europe. En 1962, il s'est envolé pour l'Italie afin de tourner Damon et Pythias, enchaînant ensuite avec d'autres productions sur le vieux continent. Cette même année, le fringant Guy Williams s'est retrouvé en Allemagne pour le tournage de Capitaine Sinbad, tout en collaborant avec la maison Disney sur une trilogie télévisée, intitulée Le Prince et le Pauvre. En se remémorant cette escapade européenne, l'acteur confiait au Bristol Daily Courier en 1965 « Une fois le tournage terminé, je me suis dit « À quoi bon se précipiter pour rentrer ?» Ma famille et moi avons donc prolongé le plaisir sur le vieux continent. Résultat des courses, il a complètement raté la saison des pilotes, à la télévision américaine. Mais il ne cherchait pas n'importe quel rôle. Il lui fallait un projet capable de financer son grand dessein. Et quel était ce plan secret, me direz-vous ? Rien de moins que de naviguer sur des yachts de luxe en Méditerranée. D'ailleurs, il ne crachait pas sur les rediffusions mondiales de Zorro, car ses chèques de droits d'auteur tombaient à pic pour entretenir ce train de vie plutôt confortable. Mark Cushman, la plume derrière l'imposante biographie Irwin Allen's Lost in Space, analyse avec finesse la trajectoire professionnelle de Williams. Il souligne qu'après avoir joué les justiciers masqués et les héros de cap et d'épée, l'industrie avait malheureusement collé une étiquette indélébile sur le front de l'acteur. Williams n'était pas dupe. Il savait pertinemment qu'il était catalogué. Ce n'était pas le genre d'homme à pleurnicher sur son sort, mais il est évident qu'il scrutait l'horizon à la recherche d'une occasion en or pour briser ce moule et montrer une autre facette de son talent. Cette chance de diversification s'est matérialisée sous la forme de Perdu dans l'espace, une réinterprétation futuriste du classique littéraire Le Robinson suisse de 1812. Williams a alors endossé la combinaison du professeur John Robinson, commandant d'une expédition interstellaire, accompagné de son épouse Maureen, incarnée par June Lockhart, la célèbre maman de la série Lassie. La famille comptait aussi 3 enfants, Judy, Penny et le jeune prodige Will. Pour compléter l'équipage, il y avait le pilote intrépide, le major Don West. Mais ce voyage idyllique allait vite virer au cauchemar, à cause d'un passager clandestin aux intentions douteuses qui s'était faufilé à bord du vaisseau. Ce saboteur n'était autre que le docteur Zachary Smith, joué par l'inimitable Jonathan Harris. Initialement prévu comme un vilain menaçant, il allait devenir la source comique du show. Et n'oublions pas la machine iconique, le robot, animé par Bob May, dont les avertissements stridents sont devenus légendaires. Avec ses fameux cris « Alerte, alerte, danger, danger !» Pour Guy Williams, cette série représentait bien plus qu'un simple emploi. C'était l'évasion tant attendue de son carcan de héros à l'épée. En prêtant ses traits au patriarche Robinson, il espérait prouver au monde entier sa versatilité. En explorant un genre nouveau et des relations de personnages bien plus complexes que celles de ses précédents rôles. L'intrigue de base reposait sur les manigances du perfide Dr Smith,
dont le sabotage a fait dévier le Jupiter 2 de sa trajectoire, laissant l'équipage errer sans but dans l'immensité du cosmos, fidèle au titre de la série. Il se retrouve ainsi condamné à sauter de planète en planète, cherchant désespérément le chemin du retour. Cependant, Geoffrey, un observateur avisé de la série, pointe du doigt un basculement radical survenu au beau milieu de la première saison. C'est un phénomène étrange, remarque-t-il. Soudainement, la majorité du casting est mise au placard pour laisser toute la place au trio improbable formé par le Dr Smith, le petit Will et le robot. Les autres acteurs se retrouvaient littéralement à faire de la figuration, avec à peine 3 lignes de dialogue par épisode. Ce changement de cap a été particulièrement dur à avaler pour une star de la trempe de Guy Williams, lui qui était habitué à porter les films sur ses épaules. Voya le métier d'acteur comme un business sérieux plutôt que comme une passion dévorante. Mais tout de même, il y a des limites. Se retrouver relégué au rang d'accessoire de luxe dans une série dont il était censé être le héros marquait une rupture brutale avec son statut passé. Geoffrey exprime d'ailleurs un sentiment de gâchis monumental, embaucher une telle pointure pour le transformer en plante verte. C'est jeter de l'argent par les fenêtres, mais la réalité des coulisses est souvent dictée par les caprices de l'audimat. Les producteurs de Perdu dans l'espace ont cédé face à l'avalanche de lettres de fans qui adoraient les pitreries du Dr Smith et ses interactions avec l'enfant et la machine. Cette pression populaire a forcé la série à quitter le domaine de la science-fiction sérieuse pour flirter avec la comédie de boulevard galactique. Kochman révèle un détail croustillant issu de ses recherches. La chaîne CBS a joué un rôle crucial dans cette dérive tonale. Elle a poussé le producteur Irwin Allen à alléger l'ambiance, arguant que l'horaire de diffusion, très tôt en soirée, exigeait un spectacle plus familial. Il y avait carrément des directives pour mettre en avant les bouffonneries plutôt que le drame de survie. Irwin Allen a donc laissé la bride sur le cou à Jonathan Harris, lui permettant d'improviser et de transformer son personnage de méchant calculateur en un pleutre hilarant, ce qui lui a sauvé la mise et garanti sa place au soleil, au détriment de la gravité du scénario initial. Bien que Williams ait eu du mal à digérer cette pilule amère, il a gardé une dignité exemplaire. Pas de scandale dans la presse, pas de crise de nerfs sur le plateau. Il préférait ravaler sa frustration en public et régler ses comptes en privé, confiant ses états d'âme directement à Irwin Allen. Conscient du malaise, le producteur a tenté de redresser la barre en offrant à Williams quelques épisodes héroïques, où le personnage de John Robinson reprenait le contrôle, donnant à l'acteur un peu de matière consistante à se mettre sous la dent. Inutile de pleurer pour lui, l'Argentine l'attendait. La série a tiré sa révérence en 1968, après un total de 83 épisodes. Fait intéressant, dès le clap de fin, la flamme de Guy Williams pour Hollywood s'est éteinte. Comme le note Geoffrey avec une pointe d'ironie, après avoir passé des années à ne prononcer que quelques mots par jour, l'envie de briller avait disparu. Durant cette période de calme, après la série Perdu dans l'espace, l'acteur ne restait pas les bras croisés, il s'affairait à faire fructifier son capital, reproduisant la stratégie gagnante qu'il avait adoptée avec ses cachets colossaux de l'époque de Zorro. Il s'est avéré que Guy Williams possédait un flair redoutable pour l'investissement, un talent qui lui permit d'accroître considérablement sa fortune. Grâce à cette indépendance financière totale, Williams s'est retrouvé dans une situation enviable, où le besoin alimentaire de tourner ne se faisait plus sentir. C'est en 1973, lors d'un périple en Argentine, qu'il fut frappé de plein fouet par la ferveur intacte du public pour son incarnation du cavalier masqué. Ce choc émotionnel scella sa décision de tourner définitivement la page sur le tumulte d'Hollywood, à l'exception notable d'un bref retour sur le sol américain en 1983, pour une réunion nostalgique de l'émission Family Feud.
Avec ses anciens partenaires de Perdu dans l'espace, Williams élut domicile en Amérique du Sud. Mais pourquoi une telle star ? A-t-elle décidé de tout plaquer pour s'exiler en Argentine? C'est l'énigme qui tourmente le biographe Kochman. Cette interrogation demeure, à ce jour, sans réponse tranchée. Malgré des recherches approfondies, personne n'a pu fournir une explication qui dissiperait le mystère, et chose surprenante, il semble que personne n'ait jamais osé poser la question directement à Guy de son vivant. Les retombées médiatiques de la série de science-fiction avaient visiblement érodé son aura aux États-Unis, au point que peu de gens semblaient se soucier de ses motivations profondes. L'aventure argentine de Williams débuta par une simple invitation à revêtir une nouvelle fois le costume de Zorro, mais l'accueil délirant qu'il reçut sur place le laissa totalement sans voix. Cette idolâtrie massive et cette passion dévorante pour sa version du héros légendaire marquèrent son esprit au fer rouge. La promesse de nouveaux contrats, juteux liés au personnage, couplés à l'amour inconditionnel des fans locaux, le convainquirent de prolonger son escale indéfiniment. Il est tout à fait légitime de penser qu'il avait aussi perdu toute flamme sacrée pour la télévision américaine et ses contraintes. Même si Kochman avance l'hypothèse que, si Hollywood lui avait déroulé le tapis rouge avec des rôles consistants, il les aurait sans doute examinés avec attention. Hélas, le téléphone n'a plus sonné. Marié à Janice Cooper de 1948 à 1983, une union dont naquirent 2 enfants, Williams dénicha une nouvelle forme de bonheur sous le soleil argentin. Les témoignages confirment qu'il y menait une existence dorée, savourant son statut de superstar nationale, enchaînant les spectacles vivants de Cap et d'Épée, tout en jouissant d'une solitude choisie qu'il chérissait tant. L'Argentine lui offrait cet équilibre rare entre la gloire publique, des débouchés artistiques stimulants et une paix intérieure absolue, transformant ce pays en sanctuaire idéal pour le dernier acte de sa vie. Tragiquement, Guy Williams semblait s'évaporer totalement des radars en 1989. Ce n'est que le 6 mai cette même année que la terrible nouvelle tomba. On retrouva son corps sans vie dans son appartement, décédé seul 1 semaine plus tôt d'une rupture d'anévrisme. Un drame qui passa inaperçu pendant plusieurs jours. Grâce à l'intervention de son ami et acteur Fernando Lupis, les cendres de la star furent d'abord préservées au Panthéon des acteurs, au cimetière de la Recoleta à Buenos Aires, un honneur insigne normalement, réservé exclusivement aux artistes nationaux. En 1991, Steven, le fils de Guy, récupéra l'urne contenant les restes de son père pour accomplir ses dernières volontés. Disperser ses cendres dans l'immensité de l'océan Pacifique à Malibu, ainsi que dans les montagnes californiennes qu'il aimait tant. À l'âge de 65 ans, Guy Williams tira sa révérence, laissant derrière lui une légende qui refuse de s'éteindre. Son empreinte indélébile sur le petit écran, gravée à jamais par ses prestations mythiques dans Zorro. Et, perdu dans l'espace, garantit l'immortalité de sa mémoire. Geoffrey souligne avec justesse la portée de cet héritage, notant qu'il est exceptionnel pour une vedette dont la carrière fut purement télévisuelle de rester aussi vivace dans les esprits au XXIe siècle. Guy avait fait le choix conscient de fuir les projecteurs aveuglants pour abrasser une existence plus sereine et discrète, ce qui rend sa fin solitaire et prématurée d'autant plus bouleversante. Cette décision de tourner le dos au show-business prouve sa détermination à vivre selon ses propres règles, même si le destin a cruellement écourté son voyage. En dépit de son retrait volontaire de la scène médiatique, sa contribution majeure à l'histoire de la télévision et l'amour transgénérationnel pour ses rôles. Culte assure sa place dans le cœur de millions de fans.
c'est la preuve éclatante de son charisme et de l'impact perpétuel de son œuvre, alors que nous retracions son parcours, du justicier masqué Don Diego de la Vega à l'intrépide professeur John Robinson. Rendons hommage non seulement à l'artiste, mais aussi à l'homme complexe qui se cachait derrière le masque. Et vous, quels souvenirs gardez-vous de Guy Williams et de ses personnages inoubliables? Dites-nous tout dans la section commentaires ci-dessous. Pensez à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains reportages sur vos stars préférées. Merci de votre fidélité. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À la prochaine!